ces questions sont peut-être sur le lien de chacun de vous. Vous avez brossé les activités de votre unité et de votre coordination comme Historia Débat d'une façon assez quantitative et déjà empiriste. Mais vraiment, parce que vous dites que ces nouvelles, que ça a ouvert des nouvelles tendances du point de vue du contenu de l'histoire, aussi bien que du point de vue de méthodologie. Est-ce qu'il est possible de nous donner un exemple concret? Je voudrais savoir comment l'utilisation de Facebook, par exemple, a changé le contenu de l'histoire. Et du point de vue méthodologique, est-ce que ce retour au positivisme est quelque chose qui est influencé par l'emploi de médias nouvelles ou par l'emploi de votre website? Oui. Donc, je voudrais savoir comment exactement ces médias ou cette nouvelle technique ont influencé l'historiographie du point de vue contenu d'un côté et de méthodologie de l'autre côté. Bon, et sur les contenus, bon, à ce moment-là, il faut dire que tous les contenus de la recherche, ils sont retrouvés, c'est-à-dire notre discipline, il avait plus d'une siècle d'existence, non? Et alors, tout le monde peut travailler sur tout. C'est-à-dire tu peux faire l'histoire de l'éducation, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire de la mentalité, l'histoire culturelle, la micro, la macro-histoire. Sur les sujets de la recherche, c'est difficile de trouver une nouveauté. Pour nous, c'était une conclusion. Mais une conclusion générale, pas seulement sur les discussions sur les nouveaux réseaux, c'est qu'il faut faire une histoire globale. Il y a longtemps que nous avons arrivé à cette conclusion en histoire de l'art. C'est-à-dire, la nouveauté, c'est essayer des approximations globales à l'histoire. Parce que toutes les spécialités, ils sont utilisés pour l'historien. Il y a des spécialistes pour tout type d'histoire. La nouveauté, c'était une conclusion d'histoire à débat antérieure à nouvelles technologies, c'est faire des histoires globales. Bon, auparavant, on disait histoire totale, mais histoire totale était un peu idéaliste. Non? Il faut parler d'une histoire globale, c'est-à-dire d'une façon plus modeste. Non, mais c'était de faire des approximations globales à l'objet, ou autrement dit, au sujet de l'histoire. C'était dans les manifestes d'histoire en débat de l'an 2001, c'est clair. Aujourd'hui, dans le XXe siècle, il faut faire une histoire globale. C'est la grande nouveauté. Et alors, les retours du positivisme, c'est la conséquence de travailler sur Internet. Parce que sur Internet, c'est-à-dire sur les nouveaux réseaux sociaux. Parce que le problème, c'est un problème de liberté pour parler. Si tu fais une recherche, tu vas l'écrire de façon académique, et sans seulement citation, notes, objectivité académique. Tu ne vas dire réellement qu'est-ce que tu penses. Et sur Internet, il y a des sincérités pour parler.
Et donc, normalement, j'avais une relation avec des salons. Mais les élèves, ils jamais valaient dire au professeur quelque chose que le professeur ne peut pas, ne va reçu bien. Et alors, sur Facebook, tout le monde parle de quelque chose. Et tout le monde dit quelque chose. Et alors, c'est le problème de la liberté pour parler. Que tu vas découvrir des nouvelles. Avant de donner, je vais donner la parole immédiatement, mais je voudrais quand même un peu discuter. Parce que moi j'avais en tête, c'est l'histoire en débat. Voilà, c'est l'histoire en débat. Moi j'avais en tête une tout à fait autre thèse. Je pensais que il y a peut-être un avancement théorique et conceptuel par la digitalisation de l'histoire ou de l'historiographie. Et j'avais en tête peut-être que, par exemple, du point de vue du contenu, c'est la découverte ou la redécouverte du quotidien, par exemple. Du quotidien, de la vie quotidienne. Et comme nouveauté méthodologique, je pensais à des choses conceptuelles, des approches plus humanistes dans un certain sens. C'est la découverte de l'homme et de ce que l'homme fait dans l'histoire et que l'histoire, le temps que ça signifie dans la vie de l'homme. Mais si je vous écoute, peut-être que tout ce courant n'a pas beaucoup de sens parce qu'on dit, on bavarde, on dit que enfin, je suis en train de jouer un peu le rôle de l'avocat du diable. Non, la vie quotidienne, c'était une matière que l'anthropologie a pratiquée il y a beaucoup de temps, qu'il a influencé dans l'histoire des annales. Oui, et ça a été facilité par le médium, par la nouvelle technologie. Bon, je fais beaucoup de travail sur l'histoire des mentalités. J'ai profité des médias pour les diffuser, mais bon, c'est pour ça que je dis toujours, c'est-à-dire la publication. Qu'est-ce que les médias permettent une meilleure diffusion, c'est-à-dire des résultats de la recherche en histoire des mentalités, vie quotidienne, histoire sociale, histoire politique en général. C'est très important pour l'historien parce que normalement nous écrivons les résultats de la recherche pour autres collègues qui vont lire ça. Et alors, sur Internet, c'est possible que tout le monde intéressé peut lire les résultats de la recherche. C'était une possibilité tout à fait nouvelle. Bon, même pas seulement par écrit, aussi, vous regardez les images, c'est ça aussi de façon directe, c'est-à-dire audio et vidéo. C'est-à-dire, parce que je ne veux pas, normalement, possiblement, je ne veux pas réaliser l'exposé d'aujourd'hui. Mais à travers des vidéos et des audios, il y a une possibilité nouvelle de diffusion. De diffusion des mille et mille, beaucoup de mille de collègues, d'étudiants et de personnes intéressées. C'est-à-dire une possibilité impossible à travers des revues écrites, des livres, c'est-à-dire du papier. Aujourd'hui, de même, ils sont très chers, non? C'est-à-dire la première révolution qui se pose, et les nouvelles technologies, et pour l'historien, pour l'académique en général, c'est la possibilité de diffusion infinie
de notre recherche et de notre réflexion. C'est clair pour moi. Bien. Je veux vous remercier d'abord pour l'exposé très clair et pour avoir démontré en fait les avantages et les changements qui sont produits par Internet et par ces moyens techniques nouveaux. Et je crois que vous avez raison de dire que donc, la communication, la façon de s'associer et tout ça, ça a changé complètement et qu'il y a beaucoup d'avantages, des choses nouvelles qui sont à applaudir. Mais d'une autre façon, et vous l'avez remarqué vous-même, je crois qu'on pourrait le lire aussi comme la fin de l'académie. Dans ce sens-ci, je ne crois pas que c'est nécessaire, mais ça pourrait être la fin de l'académie dans deux sens. Donc d'abord, très littéralement, que toute recherche académique, mais aussi toute éducation, je crois, est en essence un processus de ralentissement, de ralentir. Donc vous avez mentionné souvent le retard, on est toujours en retard. Je crois que c'est essentiel pour l'académie d'être en retard, c'est-à-dire de prendre du temps, donc d'avoir du temps. Et donc c'est ça que vous avez dit vous-même, je n'ai plus le temps. On n'a plus le temps, donc on n'a pas de temps. Mais donc le scolaire, ça c'est le temps, c'est avoir le temps pour pouvoir étudier quelque chose. Donc, seulement voir cette accélération, c'est la fin de l'académie, la fin de l'école si vous voulez, la fin de l'éducation, d'une certaine façon. Je ne crois pas que c'est nécessaire, mais donc je veux dire que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et ça a un rapport avec le fait que pour pouvoir étudier quelque chose, il faut l'attention. Et donc l'attention, ça veut dire aussi toujours, je crois, un certain retard, ou un certain ralentissement, mais aussi une exclusion, une concentration. Vous avez dit, je crois, très, très correctement, et je crois que c'est fantastique, ça, le fait que tout le monde peut parler. Tout le monde peut parler. Mais on peut faire l'expérience ici. On peut commencer tout de suite, si tout le monde commence à parler, il n'y a plus personne qui entend quelque chose. Donc il y a le problème inverse. Donc si tout le monde peut parler, il n'y a plus personne qui entend quelque chose. Donc il faut trouver de nouveau des moyens pour entendre encore quelque chose. Donc ce que les jeunes gens font dans la rue, c'est mettre des casques ou des écouteurs. C'est parce que si on ne fait pas ça, donc c'est-à-dire si on ne fait pas un certain isolement, on n'entend plus rien parce qu'on entend tellement de voix. Mais donc c'est pas. Donc je crois que votre exposé c'est vraiment. Donc vous avez mentionné beaucoup de choses que je crois qui sont vraiment à applaudir. Mais il ne faut pas oublier l'autre côté, je crois. Donc, le ralentissement et l'attention qui sont impliqués là-dedans. Et donc l'idée que le fait de cette accélération et de cette multiplication a aussi un autre côté. Donc c'est ça que je veux. Bon, je suis tout à fait d'accord. Parce que les nouvelles technologies, elles sont un défi pour l'académie en général et pour l'histoire en particulier. C'est ça. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Bon, nous devons faire l'effort pour s'adapter au temps actuel. C'est clair.
C'est un problème de supervivance. Non, on dit ça, on dit supervivance. Mais à la fois, nous devons préserver l'université, l'académie, la pensée, la recherche, mon expérience. Ça, j'ai fait les deux choses. J'ai fait pendant beaucoup de temps des recherches en solitaire. Et j'ai fait moins de temps, mais dernièrement, j'ai prêté beaucoup d'attention au réseau et au réseau social. Non? Alors, faire les deux choses. La même personne ou personnes différentes. L'activité de l'académie, c'est une activité collective, l'activité de l'histoire aussi, c'est une activité. La même personne ou des personnes différentes. Et je crois que le nouveau paradigme, réellement, c'est la fusion, la fusion, c'est faire les deux choses à la fois. Bon, une personne ne peut faire les deux choses à la fois, parfois, oui, c'est vrai. Si je fais l'exposé, je ne peux pas rédiger. Et alors, je dois faire de façon alternative une chose et une autre chose. Moi-même, je suis médiéviste et je m'intéresse pour l'historiographie. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois. Parfois, j'écris sur l'historiographie et une autre fois, j'écris. Normalement, j'ai dédié beaucoup de temps à l'histoire médiévale. Mais c'est nécessaire de le faire. Et c'est nécessaire de changer les profils de l'historien dans le XXe siècle. Et l'historien doit faire la recherche et doit soit être présent dans la nouvelle réalité de la communication globale aujourd'hui. Et doivent cambier, doit changer les contenus pour dépasser la spécialisation, c'est quoi? Pour faire une histoire plus globale. Parce que l'actuel siècle, c'est le siècle de l'information, de la globalisation. Et bon, il faut faire les deux choses. Et ça dépend de la personne, de l'âge de la personne, du caractère de la personne. Mais du point de vue collectif, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a une communauté d'historiens, ou des sociologues, ou des philosophes, bon, plus large, non? Et alors, on peut faire beaucoup de choses, non? Non, je connais beaucoup de collègues d'histoire en débat, pas tous, non? Parce qu'il y a beaucoup de monde, non? En histoire en débat. Qu'est-ce que fait-on? Tout le monde fait la recherche, tout le monde. Parce que je ne connais rien qui fait seulement la réflexion. Tout le monde fait la recherche. C'est un travail empiriquement. Et alors, participation en débat, réflexion, intérêt pour l'actualité. Bon, ça dépend. À ce moment-là, si tu as du temps, il faut le faire de quelque façon. Parce que le problème n'est pas le problème du futur d'un collègue particulier, d'un collègue individuel, c'est le problème du futur de la discipline d'ensemble. Et du point de vue de la discipline, du point de vue collectif, il faut avancer avec les nouveaux siècles. Les nouveaux siècles. Bon, préservant naturellement, c'est-à-dire les métiers d'historien, parce que le problème est que le métier d'historien, de philosophe, il y a des menaces, non? À ce moment, dans ce siècle, ça dépend
des résultats finaux de la mondialisation. On verra. C'est pour ça qu'il faut intervenir, il faut s'adapter sans perdre l'essence de notre métier, non? De l'université. C'est difficile, mais il faut penser à faire des idées à la fois. Non? Il y a une autre question. Dans ce sens, dans ce que vous avez dit à la fin, je trouve qu'il y a une grande tension entre les assumptions, l'idée que ce projet, que j'appelle aussi, que ça a apporté beaucoup d'une révolution. Si je regarde un peu votre site web du projet, je vois que là, vous publiez un manifeste très clair, avec des principes très clairs de ce que c'est, ou ce que ça devrait être l'historiographie, la méthodologie, un paradigme et tout ça. Et je me demande là, ce que vous écrivez là sur Internet, c'est assez normatif dans un sens. Vous dites que l'historiographie que nous proposons, c'est une historiographie qui est ni l'historiographie de Ranke, de l'objectivisme, c'est ni l'historiographie du subjectivisme postmoderne. Donc, dans la réalité, je pense que moi, je suis un peu critique dans le sens que je ne surestime pas l'effet de ce genre de nouvelles techniques et les médias nouvelles. Je pense que dans notre métier, l'histoire de l'éducation, on a bien appris que les révolutions ne se manifestent pas énormément, ni aussi dans les matérialités de l'apprentissage. Si on regarde un peu l'introduction, la diffusion du papier, l'écriture, et puis après des autres médias, ils n'ont pas révolutionné vraiment l'éducation, ils n'ont pas modifié les manières de communication entre les gens en fait. Et je pense que vous trouveriez beaucoup d'apports, beaucoup de support pour votre hypothèse que en effet ça a créé beaucoup de changements, par exemple dans les recherches socio-linguistiques, mais là aussi dans ces recherches qui en fait étudient comment les nouvelles médias impactent sur les relations humaines. Je pense qu'il y a là aussi des voix critiques et des voix qui disent qu'au fond, il se révèle des grammaires. Je vais faire un peu à la recherche de Marc, des grammaires de communication, même si, par exemple, les gestes, les emplacements des enseignants et des étudiants changent un tout petit peu ici et là, profondément, ça ne change pas grand-chose. Et donc, je suis un peu critique sur les effets des nouvelles médias, et je suis aussi un peu critique sur les effets que ce projet produit. Et je vois aussi sur votre site web que même si c'est un site web qui s'adresse à une sociabilité académique assez large, la majorité des gens qui consultent votre site web ou qui ont contribué au projet sont des hispanophones. Oui, Franck, pardon, je voudrais venir un petit peu compléter, mais c'est une seule question, enfin j'en avais deux. Une seule question, puisque l'histoire est devenue de plus en plus mémoire, ce que vous ne voulez pas, Pierre l'a justement dit, c'est vraiment, je pense que c'est le paradoxe de votre site web. Vous êtes devenu mémoire plus qu'histoire. C'est un petit peu radical ce que je dis, mais l'histoire est devenue mémoire. Et c'est pour cela qu'il y a vraiment cette tendance aussi positiviste. Ça cadre très bien dans cette évolution d'histoire-mémoire. J'avais une autre question. Une question un petit peu plus commerciale. Vous avez tout un site et tout ça. Est-ce qu'il n'y avait pas des maisons d'édition qui sont intéressées à vraiment prendre en charge un site aussi actif, tout ça? Parce que, au fond, ce sont vos concurrents. Les maisons d'édition deviennent de plus en plus agressifs et tout ça. Donc, parce qu'ils veulent avoir aussi le débat. C'est aussi une question de pouvoir. Si on a le débat, on a le pouvoir.
est-ce que vous avez eu les offres des maisons d'édition? C'est une simple curiosité parce que je trouve que vous êtes sur le même champ, hein, au fond. Et c'est très 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 intéressant de voir l'évolution et je ne sais pas, espérons qu'en 2021, vous n'êtes pas dans les mains d'une maison d'édition et j'aimerais assister au fond, peut-être plus en chaise volante qu'en chaise roulante. Mais enfin, ce côté commercial aussi, est-ce que c'est une menace? Bon, et alors, je dois répondre à ce collègue, et parce que, bon, la réalité géopolitique et c'est mondiale. Il y a, du point de vue linguistique, il y a l'hégémonie de l'anglais en premier lieu, non? Et dans le premier lieu, je ne sais pas dire en français ça. Et il y a premièrement l'anglais comme langue franca, lingua franca, mais le phénomène d'histoire en débat s'explique parce que l'espagnol c'est la deuxième langue franque en Occident. Parfois des collègues américains ou d'autres pays me disent bon, ce point de vue à partir des États-Unis c'est différent, ou à partir de l'Allemagne c'est différent, ou à partir... Bon, nous avons eu l'expérience à partir de l'expérience du monde latin, qui est en expansion, non, à ce moment-là, parce que c'est la deuxième communauté de linguistique dans le monde occidental. Du point de vue de la historiographie anglo-saxonne, il y a cette autre réalité, mais pas totalement différente, parce qu'il y a des nouvelles tendances aux États-Unis et très semblantes à notre expérience. En chaque colloque, se fait l'effort pour inclure et pour intégrer, par exemple, dans les derniers colloques, l'histoire publique, que je crois que c'est une nouveauté très intéressante. Dans le troisième colloque, la World History, c'est-à-dire l'histoire mondiale. C'est-à-dire il y a une certaine convergence des nouveautés du point de vue international. Bon, je suis à Santiago de Compostela, en Espagne, en Europe. En histoire, en débat, la majorité, nous sommes latins européens ou latins américains. Il y a beaucoup de relations entre Amérique latine et Espagne du point de vue historiographique à ce moment-là. Alors c'était une réponse universelle, non, une réponse universelle du point de vue latin. C'est pour ça que j'ai fait l'explication. Et la mémoire, l'histoire devient mémoire. Pour moi, la mémoire, c'est la mémoire sociale. C'est-à-dire, l'histoire académique, c'est une chose, vraiment, et la mémoire, c'est les sujets sociaux. À nous sommes très intéressés sur la mémoire, parce que c'est surtout en Espagne et en Amérique latine, il s'appelle la mémoire historique, non? C'est un mouvement sociopolitique de revendication d'histoire. L'histoire, c'est comme toujours une discipline scientifique, académique. Et la mémoire, c'est le sujet
sociaux. Non? Et nous devons faire des alliances stratégiques avec la mémoire, surtout, différente. Maison d'édition, Histoire en débat, c'est une maison d'édition, une éditoriale, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que notre activité, nous pouvons faire tout. Et notre activité, c'est publier les actes, comment on dit en français, les actes, les actes des colloques. Et il y a 12 volumes publiés. Et nous sommes en train de publier 3 volumes en plus. Ils ont une quinzaine de volumes. C'était comme une encyclopédie sur l'historiographie à la fin du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est-à-dire, nous avons d'intérêt commercial. C'était Histoire en débat, c'était un réseau sans, comment on dit en espagnol, sin ánimo de lucro. C'est-à-dire, c'est d'intention économique. Sans but lucratif. Bon, nous pouvons éditer, publier beaucoup de choses, non? Mais nous pouvons faire tout à la fois. En tout cas, nous pensons que la publication sur Internet est, à ce moment, pour moi, pour la diffusion de mes travaux d'investigation, plus importante que l'édition en papier. Parce que normalement, je fais des livres, j'écris pour les revues. Et à la fois, je fais la publication sur mon site web. Il y a 600 000 personnes qui viennent de lire mes articles sur Internet. Et alors, la maison d'édition, c'est le site. Pour nous, pour moi, bien sûr. Mais je pense que partout, par notre collègue, serait très important pour lui aussi sur Internet. Parce que, mais le problème est qu'académiquement, il ne va dans les curriculums, la publication sur le web n'est pas la même chose que la publication sur une revue. Qu'est-ce que je fais? Je fais la publication dans les revues, dans les bouquins et aussi sur Internet. Il y a des compatibilités, plus ou moins, parce que avec les revues, normalement, il y a des problèmes. Mais pour publier un bouquin, un livre, il y a des problèmes. La maison d'édition, bon, n'est pas d'accord. Si tu publiais les livres, qu'est-ce que je fais? Je fais la publication toujours en Internet. Parce que, bon, du point de vue du curriculum, n'est pas bon. Quand il y a possibilité de faire les deux choses, bien. Sinon, je suis très intéressé dans la diffusion, plus intéressé dans la diffusion. Ils sont, bon, dans l'année 2021, 1 million de personnes, ils ont lu mes articles. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? L'écolo, je peux faire l'écolo. Mais pour moi, c'est plus important, les lecteurs, la diffusion. Je ne vais pas monopoliser le débat, mais le sujet, c'est la nouvelle historiographie digitale. Et donc, ce que je me demande un peu, c'est si cette tendance, si c'est vrai qu'en fait, beaucoup plus de personnes lisent votre article sur Internet, est-ce que ça se montre aussi dans l'apparat de citation? Ce qui fait aussi partie, c'est un aspect fondamental de notre historiographie, hein, l'apparat de notes en bas de page. Ils ont leur propre vie, ils déterminent, dans notre domaine, dans l'histoire, ils déterminent en fait la validation et l'argent qui
de distribuer. Donc, êtes-vous plus cité qu'avant? Ça, c'est la question. Êtes-vous plus cité qu'avant? Oui. Oui. Moi? Oui. Oh, bien sûr! Ah oui! Tout le monde me connaît! Encore des questions? Peter? Merci pour votre présentation. Je pense que vous avez décrit très bien le rôle des nouvelles médias dans la libération des chercheurs, ou le rôle important qui peut avoir l'Internet dans la libération des chercheurs. Mais je ne sais pas si, par exemple, un médium comme Facebook est un bon exemple, parce que, par exemple, si un artiste il met une pièce d'art qu'il a écrit ou qu'il a peint sur Facebook, ça devient la propriété des personnes de Facebook. Donc après, on n'a plus le copyright et les grands chefs de Facebook ils peuvent faire avec cette image ce qu'ils veulent. Et donc, mon question est, si le débat dans l'histoire, si le débat historiographique se fait complètement sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire pour la relation entre le chercheur et les chefs de Facebook, par exemple? Parce que maintenant, si on publie un livre, on signe un contrat avec une maison d'édition, mais je pense, si tu fais le débat sur Facebook, tu ne fais plus le contrat avec la maison d'édition, mais avec les chefs de Facebook. Et donc, est-ce que ça c'est un danger pour la libération des chercheurs, à votre avis ou non? Donc, il faut faire plusieurs des choses à la fois, parce que, par exemple, Facebook, mon expérience, c'est une expérience de 2 ans seulement. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la diffusion seulement des travaux académiques. L'influence relative sur Facebook, parce que c'est plus important pour la diffusion, par exemple, les listes d'emails, et surtout les sites web pour les diffusions. C'est mon expérience aussi. Sur Facebook, surtout, se profite les débats sur les idées très concrètes et rédigées d'une façon brève. C'est-à-dire, c'est les débats sur le positivisme. Et les mêmes problèmes de copyright, ça n'existe pas pratiquement sur Internet. Non? Ça n'existe pas. Bon, c'est-à-dire, existe du point de vue légal, oui, non? Mais en général, bon, il y a beaucoup de problèmes pour défendre les droits des auteurs, non, sur Internet. Pour moi, il n'y a pas de problème, parce que c'est, comment on dit, ce n'est pas le copyright, c'est-à-dire, je suis intéressé surtout pour diffuser les travaux. S'il y a quelqu'un qui fait des copies, beaucoup de copies, parce que chaque travail que je publie, dans mon web, il y a des collègues qui publient ce travail dans notre web site, dans notre revue en papier, et moi, sans me consulter, beaucoup de fois. Mais pour moi, il y a des problèmes parce qu'ils sont des travaux que généreusement c'est donné. C'est le retour du communisme. C'est le retour du communisme. C'est le retour du communisme. C'est-à-dire, la fonction de l'académique, c'est
ce n'est pas seulement la réflexion, la recherche, c'est la diffusion aussi. Et alors, il faut diffuser d'une façon libre, à mon avis. Oui, mais ça parle de la philosophie des maisons, pour revenir à la question de des maisons, mais c'est pour ça, bon, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, bon, c'est le choix aussi des maisons d'édition pour bien mes travaux. Mais, oui, mais même si ces maisons d'édition publient en Internet, il y a des cas où on doit payer pour avoir accès, non seulement pour avoir accès, mais également payer pour publier. Donc, oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a un temps que je ne publie des livres en maison d'édition. Je fais des petits travaux pour diffuser sur Internet. Pourquoi? Du point de vue académique, je résout le problème, c'est-à-dire je publie dans une revue, alors je fais, comme tout le monde, mes curriculums, je fais. Mais à mí m'intéresse plus la diffusion. Et à travers des maisons d'édition, il y a moins de diffusion. Il y a un bouquin qui, combien de lecteurs a cet bouquin? Et combien de lecteurs a un travaux publié sur Internet, dans mon cas? Pour moi, il n'y a pas de doute, non? C'est-à-dire, bon, nous travaillons pour la chambre. Bon, je veux dire. L'université paie professeurs, chercheurs, et pour le reste, c'est secondaire, non? C'est-à-dire, le problème de l'argent, c'est l'université qui résout les problèmes du financement de la recherche et de l'enseignement. Et alors, pour le reste, c'est quoi que notre intérêt, c'est la diffusion. Et une diffusion en dehors des cercles académiques réduits. Et Internet possibilite ça, non? C'est là. C'est pour ça que je pratique ce type de façon de publier, non? Bon, non de manière ingénue, insane, d'une manière, comment dire... Ingénue. Ingénue. Non. Ingénieux? Non, si. Non, d'une façon... Non. Ce qu'il veut dire, qu'il n'est pas dupe, qu'il sait ce qu'il fait, mais il pratique cette histoire de publier sans argent, parce qu'il pense que l'historien n'est pas seulement quelqu'un à qui on doit payer pour ses travaux. C'est l'apôtre de l'histoire. C'est un apôtre de l'histoire. Il est un apôtre de la historia. Saint-Jacques, c'est Saint-Jacques. C'est la formation originale, mais bon, les résultats sont ça. Autre question, un vrai missionnaire. Un missionnaire vrai. Le docteur Vin. Monsieur le professeur, il y a un aspect auquel vous n'avez pas touché, étrangement, selon moi, et c'est la fluidité du médium, donc de Internet et tout ce qui est digital. Alors, comment est-ce que vous comptez gérer ce problème? Vous avez, et ça c'est peut-être le plus simple, le plus compréhensible, vous venez de dire que bientôt vous seriez lu par 1 million de personnes. Regardez, il veut dire. Même regardez, donc votre article, vous avez dit, sera lu, ou est actuellement lu par 600 000 personnes. Moi je pense qu'il faut faire bien attention, ou dans 30 ans, il n'y a plus personne qui peut trouver encore votre article. Donc, certainement pas lire, ou peut-être l'un ou l'autre qui a quand même fait la bonne conduite de faire une copie sur papier.
Alors, comment est-ce que vous allez gérer ce problème de la fluidité, que le site et tous ses moyens sont, par essence, flous et disparaissent temporaires, donc à long terme? Moi, je travaille actuellement avec des livres continuellement qui ont plus d'une centaine d'années. Il y a un problème, ils sont encore partout dans les bibliothèques. Mais je peux vous donner des exemples de sites importants qui sont disparus, où je n'ai plus accès. Il y a 10 ans, je les connaissais, je les consultais. C'est fini. Alors, aux articles, dans 30 ans. Non, le nouveau paradigme est faire les deux choses à la fois. C'est-à-dire, c'est publier en papier pour les bibliothèques et publier sur Internet pour les publics. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que parfois, dans la bibliothèque, personne ne va lire. Non? Et d'autre côté, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui vont lire. Et que va passer dans le futur dans les tests sur Internet. Donc, on verra, non? C'est pour ça qu'il y a que faire les deux types de publications. Oui, mais ce que vous avez dit justement, ça c'est votre point, dans tous ces moyens actuels, modernes de communication digitale, est-ce que ça va être publié? Ah non, je ne suppose pas que vous avez publié vos colloques avec tous ces échanges intéressants en liberté de parole. Est-ce que ça va, comment est-ce que ça va atteindre d'ici 2-3 ans ou les 10 ans? Et tout ça va disparaître, selon moi, plus vite que vous le pensez. Oui. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui va disparaître tous les contenus sur Internet. J'espère que non. Il ne va pas disparaître, mais il va changer et surtout le Facebook et tout ce qui est là. Parce qu'elle va être encore accessible d'ici 30 ans. Et donc ce sont des choses de valeur qui sont dites. Même les médias classiques, donc le site web, le site web qui est accessible actuellement, sont trop de problèmes. Mais ces choses disparaissent, le propriétaire ou le gérant va disparaître. L'évolution technique. On verra. J'espère que l'État organise les bibliothèques et les archives. J'espère que dans le futur, l'État organise les archives sur Internet. On verra. Ça, c'est le vrai communisme. C'est la nouvelle fonction de l'État dans le XXe siècle. On verra. On verra qu'est-ce qui se passe avec l'État dans le XXe siècle. Sur Facebook, c'est vrai. Facebook, tous les contenus, c'est éphémère. On dit éphémère. C'est éphémère. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Et nous faisons que publions dans le site web une partie importante des contenus sur Facebook. Et parce que même aujourd'hui, c'est très difficile de rechercher quelque chose à l'intérieur d'un profil sur Facebook. Et alors, il faut faire des contrapesos, comme des contrepoids, on dit, des contrepoids. Par exemple, maison d'édition. Les sacs de notre colloque, ils ne sont publiés sur Internet, seulement en papier. Donc, par contre, nous publions aussi, c'est le fond la publication sur Internet, mais il faut je ne suis pas un fondamentaliste digital. D'accord, c'est-à-dire il faut faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, comme professeur,
l'année passée, et cette année aussi, c'est fait une expérience nouvelle. C'est fait court, normalement, du point de vue d'exposé oral, et nous faisons la gravation pour monter les leçons sur YouTube. Les élèves, ils ont les deux possibilités pour préparer l'examen, c'est-à-dire les cours en direct et les vidéos sur Internet. Bon, on verra l'expérience. Je ne peux pas éviter l'exposer dans les cours parce que c'est obligatoire. Non? Notre université, il faut l'expliquer, les leçons, les élèves. Mais je fais les deux choses. Les élèves, ils sont enthousiastes parce que si ils n'ont pas des notes dans les cours, bon, toujours ils peuvent consulter YouTube, le canal d'Histoire en débat de YouTube, écouter au même professeur la même leçon. C'est-à-dire les deux choses à la fois. Bon, je pense qu'il est temps de terminer le séminaire. Je vous remercie cordialement pour votre exposé et pour la discussion qui était fortement intéressante, j'espère. Et donc, on n'a que des conclusions positives. Hein. Il n'y a pas de fondamentalisme dans le Canada. Ça, c'est une chose. Et autre chose, nous pourrions être heureux parce que demain, si j'ai bien compris, on est à YouTube. Bon week-end à tous et merci pour votre participation.